Sur eh bien, cette obligation vaccinale et sur le travail des sages du Conseil constitutionnel qui est en train d'être fait. L'obligation vaccinale, disent ces avocats notamment, eh bien, pour exercer certaines professions, viole le droit à l'emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances. Écoutez, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'il y a un risque de censure partielle, sans doute, peut-être en raison de cette discrimination. De censure. Je vous rappelle quand même que dans les 3 derniers mois, nombre de textes qui ont été votés ont été censurés, et des textes qui concernaient pas simplement la sécurité sanitaire, mais la sécurité tout court, la lutte contre le terrorisme, le renseignement. Enfin, si vous faites la liste de toutes les censures du Conseil constitutionnel dans le dernier trimestre, je vous assure qu'il faut... Oui, peut-être aussi parce qu'il y a sans doute une production législative plus importante, qu'il y a plus de saisines aussi. Et d'ailleurs, là, c'est une auto-saisine, puisque c'est le Premier ministre qui a saisi le Conseil constitutionnel. Non, mais c'est aussi des textes qui sont mal foutus. Enfin, je parle un petit peu grossièrement, mais vous pouvez pas voter. Vous dites aux députés des questions philosophiques fondamentales, des questions de civilisation, de culture, de politique au sens large, très large, avec un immense P. Voilà. Et vous leur dites, vous avez 2 jours pour débattre de ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a urgence aussi. Non. L'urgence, elle ne nécessite pas qu'on bâcle un texte de loi. Ou alors, la loi, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu un règlement, une circulaire qu'on vote ou qu'on vote pas, justement, et qu'on rédige sur un coin de table dans un ministère. Non, il faut... Je termine quand même. J'espère... vous me posez la question, j'y réponds. J'espère que le Conseil constitutionnel va censurer ce texte dans la mesure où il Mais sur quel aspect Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il oblige le Parlement à reprendre son texte, et donc évidemment le gouvernement à reprendre son texte, et à dire, ben voilà, on va en discuter le temps qu'il faudra. C'est ça, la démocratie, c'est ça. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir un président de la République qui prend des mesures comme ça, vite fait. En urgence, mais avec une procédure. Il y a d'abord eu un avis du Conseil d'État qui a rendu globalement... Il dit ce qu'il veut et puis ensuite... Oui, et globalement qui était plutôt positif sur ce projet de loi sanitaire. Oui, non. Bon, Aymeric Caron. Il lui aussi reproche le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps pour parler, pour travailler. Je suis heureux des commentaires, plus que des commentaires, des analyses que j'entends ce soir sur ce plateau de Serge Portelli et d'Henri Guénaud. Alors nous, Stéphane va peut-être s'exprimer dans un instant, et je pense que sur ce point-là, on a beaucoup de désaccords, mais sur ce point-là, je pense qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente. Je pense que les choses ont été bien résumées, c'est-à-dire que on a parlé de philosophie, on a parlé d'éthique, on a parlé de débat de civilisation, on a parlé de droits fondamentaux de l'être humain. Henri Guénaud a rappelé que dans la loi, il y a l'inviolabilité du corps. C'est incroyable, hallucinant que ces questions n'aient pas été posées publiquement, qu'il y a 2-3 personnes qui aient décidé au sommet de l'État et qui imposent, et c'est donc Emmanuel Macron et quelques conseillers, peut-être quelques cabinets privés qui sont payés des fortunes, parce que vous parliez de l'argent qu'on a généreusement donné au personnel hospitalier. À mon avis, on donne beaucoup plus aujourd'hui à des conseillers privés qui sont en train de décider de la stratégie sanitaire aujourd'hui face à cette crise. Vous voulez parler du cabinet qui travaille au ministère de la Santé, par exemple, il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs. Des cabinets. Il y en a plusieurs. Il y a une enveloppe. C'est du privé. C'est du privé. C'est-à-dire que là aussi, il faudrait quand même qu'on s'interroge. J'espère qu'un jour, on pourra avoir ce débat, que les journalistes vont le poser sur la table, une fois qu'on aura un peu de recul. Ça sera d'accord avec moi. Ça ne sera pas forcément devant des caméras, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une série de plaintes qui ont été déposées et des enquêtes qui sont en cours sur... Comment se fait-il que nous payons des fortunes des gens aujourd'hui qui vont dire à Emmanuel Macron ou au ministre de la Santé ou au ministre de l'Éducation ce qu'il convient de faire pour gérer ce pays face à une crise sanitaire? Je suis atterré. C'est quoi ce qu'il raconte en plus? Voilà. Bon. Non mais évidemment. Donc, encore une fois, je voudrais le rappeler, mais la représentation nationale, c'est-à-dire des parlementaires élus par les Français pour l'Assemblée nationale et des sénateurs qui ont un peu d'expérience, ont examiné ce texte selon la procédure en vigueur. Certes, il n'était pas 577 à l'Assemblée nationale, mais le texte a été voté on a aujourd'hui un vrai problème de démocratie en France, ça aussi. Enfin, faut quand même avoir l'honnêteté de l'admettre. Nous, la France est loin, très loin d'être une démocratie parfaite. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand Emmanuel Macron décide quelque chose,
le texte passe, quelle que soit sa décision. C'est le fait majoritaire. Non, c'est pas que le fait majoritaire. Il y a plusieurs. On a des procédures qui permettent de faire passer un certain nombre de décisions, quand bien même le Parlement s'y opposerait. Et puis de toute façon, on a un Parlement aujourd'hui qui est l'une des chambres. Alors elle lève le doigt comme ça, elle fait exactement ce qu'Emmanuel Macron lui dit. Il n'y a aucun débat. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, c'est inédit, je pense, dans l'histoire de la Ve République, on n'a jamais eu un groupe parlementaire majoritaire dans lequel il n'y a aucun débat. Oui, il y a quelques députés qui sont partis au cours de l'histoire, mais en gros, ce sont des gens qui, peut-être parce que, et d'ailleurs, ça remet en cause aussi fortement l'histoire du renouvellement de la vie politique. Moi, ça m'interroge beaucoup parce que je suis pour la dépolitisation de la vie politique. Mais quand je vois ce que le macronisme a amené comme nouveau personnel politique, c'est-à-dire des gens qui ont été complètement dépolitisés et qui sont là que dans la carrière et qui donc, pour cette raison, n'ayant aucune culture des sujets qu'ils traitent, de la vie politique elle-même, de la démocratie, eh bien, en fait, votent avec le doigt sur la couture. Donc, on a cette assemblée-là, puis effectivement, on a une autre assemblée qui, elle, a une majorité qui est différente, mais qui a essayé d'apporter quelques petites modifications, mais qui sont quand même marginales. Ils ont expliqué. Henri Guénaud, je voudrais une mobilisation qui s'est montrée samedi, le troisième samedi de façon très nette, avec de plus en plus de Français dans la rue, alors qu'on est au cœur de l'été, un 31 juillet. Je crois que c'est assez inédit comme mouvement de protestation contre un exécutif, un gouvernement. Oui, parce que d'abord, on touche à des choses qui sont très profondes et très viscérales. Deuxièmement, on a quand même beaucoup pratiqué et la politique de la peur et la politique de la division. C'est-à-dire quand on veut gouverner en dressant les uns contre les autres, on prend des risques. Et quand en plus on fait la politique de la peur, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont... Alors il y a ceux qui ont peur du vaccin, mais il y a ceux qui ont peur aussi qui ont peur du virus. Puis on se retrouve dans des situations qui risquent de devenir incontrôlables. Moi je ne dis pas que je soutiens tous les gens qui sont en train de manifester dans la rue, mais d'abord c'est leur droit. C'est leur droit de dire nous on ne veut pas. Et il faut comprendre que c'est pas simplement, on peut pas simplement se débarrasser d'un revers de la main de leur protestation en disant ils sont tous fous, obscurantistes, analphabètes. Je regardais l'autre samedi là, les manifestations et j'ai vu à Nice par exemple quelqu'un que je connais bien qui manifestait avec sa famille. Je veux dire, il est polytechnicien, Sciences Po, ENA, Conseil d'État. Et il n'était jamais peut-être descendu dans la rue ? Il est peut-être pour d'autres raisons politiques, j'en sais rien. Mais c'est un analphabète, c'est un imbécile, c'est un obscurantiste. Non, il y a des gens, il y a toutes sortes de gens qui manifestent, ils ont tous leurs raisons. Ce qui n'est pas respectable, c'est d'aller démolir un centre de vaccination ou on va voir, par exemple, la réaction d'Olivier Véran à Montpellier, où il y avait une manifestation avec plusieurs milliers de manifestants, une dizaine de milliers. Ils protestaient donc bien sûr contre le pass sanitaire. Et il y a eu effectivement ce mouvement contre un pharmacien qui effectuait des tests. Changer de ton parce que depuis en quelques jours, il est devenu plus modéré sur cette question-là, mais le président de la République ne peut pas venir sur la scène publique stigmatiser une partie des Français, égoïstes, etc. C'est de la politique. Voilà. Non, je sais très bien, il y a des raisons derrière qui sont des raisons électorales, etc. Mais il ne faut pas, quand on est chef de l'État, on a un rôle d'union, on n'arrive pas toujours à remplir, mais en tout cas, et on a besoin du consentement des gens. Pour gouverner, il faut le consentement, pas forcément le consensus, pas forcément l'adhésion, mais le consentement. Si vous avez, j'ai entendu un député de la majorité l'autre jour dire, oui, c'est 10% de gens là qui... Mais 10%, vous savez, ça fait plus de 6 millions de Français. Si vous avez 6 millions de Français qui refusent absolument de respecter une loi, mais bien, vous ne pouvez plus gouverner. Voilà. Pour prolonger en un mot ce que dit Henri Guénaud, hier sur ce plateau, il y avait un journaliste qui a dit en conclusion de débat, ce qui risque d'arriver, il avait l'air d'ailleurs d'être plutôt d'accord avec ça, c'est que si on voit une reprise vraiment flagrante de l'épidémie, les non-vaccinés pourront se tourner, les vaccinés pourront se tourner contre les non-vaccinés en les tenant responsables. C'est gravissime. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure lui-même a adhéré à la théorie qu'il émettait, mais pensez que c'est ce qui peut arriver, et c'est vrai que c'est ce qui risque d'arriver, en dressant les Français les uns contre les autres. Henri Guénaud, d'une fracture au sein de la société. Oui, mais pire que ça, c'est-à-dire avoir de la violence à l'égard de ceux qui ne seraient pas encore vaccinés.
je me permets de le rappeler aussi, qui aujourd'hui est à mon avis absolument inexcusable dans les circonstances. Quand on voit la pression, justement, les mots très durs aujourd'hui à l'égard de ceux qui ne sont pas encore vaccinés, c'est que ceux qui imposent aujourd'hui la vaccination, parce qu'en réalité, vous l'avez dit, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, eh bien, ceux-là même, jusqu'à il y a quelques semaines, nous disaient que jamais on instaurerait un pass sanitaire comme celui-ci, que c'était impensable par rapport à nos libertés, que la vaccination ne pouvait pas être obligatoire. Et comment avoir confiance en des gens qui sont capables d'aller sur des plateaux, nous affirmer quelque chose avec une conviction incroyable et de venir nous dire exactement l'inverse? Vous savez bien qu'on est dans une période extraordinaire avec une épidémie qui est difficilement prévisible. Il n'y a pas eu de nouvelles sanitaires. Aussi, et c'est Henri Guénaud qui en parlait, dans d'autres temps, sur d'autres sujets, notamment la lutte contre le terrorisme, des lois d'exception ensuite se sont transformées en loi ordinaire. L'exception, on est dedans, l'état d'urgence, on est dedans depuis 4 ans. Non, là, il n'y a eu aucun élément nouveau, c'est ça qui est gênant, qui explique ce changement de comportement. Le variant n'est pas suffisamment... Moi, je me rappelle, parce que ça touche ma famille, donc je me rappelle de ça. Vous savez que quand on s'engageait dans la Légion étrangère pendant un conflit, vous n'étiez pas français, ou vous étiez français, mais vous engagez dans la Légion étrangère, pendant un conflit, c'était le contrat que vous signiez, c'était pour la durée de la guerre. Pour la durée de la guerre. Là, on vient de voter une loi, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. C'est a priori le 15 novembre. Non. L'échéance, en tous les cas, il doit y avoir une... Elle ne sera pas abrogée, cette loi. Elle ne sera pas abrogée le 15 novembre. Mais le problème, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je suis très content de voir des gens, même si ils viennent d'horizons très très différents, qui parlent de liberté. Voilà. C'est quand même assez extraordinaire en France d'avoir encore dans ce pays des gens qui manifestent pour la liberté. Mais s'ils manifestent comme ça, c'est parce qu'ils savent très bien, et vous le disiez, que les lois d'exception deviennent systématiquement des lois de droit commun. Donc là, ce qu'il faut, et on doit tous se mobiliser là-dessus. On doit tous se mobiliser en disant que quelle que soit l'urgence, elle ne justifie pas que demain ou après-demain, c'est sur un autre sujet, c'est sur le sujet de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Mais j'ai pas l'impression que les Français, bien au contraire, n'étaient pas favorables à transposer dans le droit commun des restrictions de liberté pour lutter contre le terrorisme, pour être, entre guillemets, plus en sécurité dans notre pays. Peut-être que aujourd'hui l'exécutif se dit, il y a une demande, voilà, de mise en place d'un régime pour nous permettre de retrouver aussi plus de liberté et ne pas revivre le confinement. C'est des libertés quand elles sont conditionnelles. Ce que dit Serge, c'est qu'il y a des circonstances qui imposent peut-être des mesures d'exception, mais que le propre de ces mesures d'exception, c'est qu'elles restent exceptionnelles, qu'elles ne soient pas prolongées. Or là, on constate depuis 4 ans, on a dû vivre, je crois, Serge, je parle sur votre contrôle, la moitié de ces 4 ans sous un régime d'exception. Oui. Voilà, la moitié du temps. Entre l'urgence sanitaire et l'urgence. Voilà. Aujourd'hui, on vote chaque année, maintenant. Et c'est des lois, effectivement, ça. Sur le sanitaire. Et Serge Portier, il a tout à fait raison de rappeler que quand on instaure comme ça des lois qu'on présente, effectivement, conjoncturelles, etc., et qu'on restreint un certain nombre de libertés à cause de certaines circonstances, eh bien, l'expérience a montré que ces lois, ensuite, restaient dans le droit. Il y a plusieurs choses. Les lois d'exception, elles sont faites pour rester exceptionnelles pendant les périodes. Je veux dire, quand le général de Gaulle décrète l'article 16, ça dure 6 mois, et puis il s'arrête parce qu'il juge que la situation est redevenue normale. La tentation de les prolonger, elle est constante dans le pouvoir. Si vous n'avez pas des gens qui se mettent eux-mêmes des limites intérieures, morales à leur pouvoir, dès qu'il y a une occasion d'augmenter leur pouvoir, ils le font. Ça, c'est une vieille loi humaine. Donc, il faut bien choisir les gens qui gouvernent. Le deuxième problème, c'est que même dans ces lois d'exception, il y a des limites à ne pas franchir. C'est-à-dire, le fait de prendre une loi d'exception pour répondre à une situation exceptionnelle ne doit pas nous faire franchir toutes les limites. Voilà, ça n'est pas possible. Et enfin, quand on franchit ces limites, c'est pas seulement que la loi extraordinaire devient ordinaire, c'est que on banalise quelque chose qui ne doit pas l'être. Voilà. Et on le retrouvera. Rassurez-vous, c'est un poison à long terme. Le pire, c'est qu'on s'y habitue. Si vous voulez me relire, mais évidemment. C'est ça.
J'adore la Boétie, si vous voulez nous c'est la relire. Boétie, mais évidemment, Mais qu'est-ce qu'il dit que le fondement de la tyrannie, c'est l'habitude. Alors voilà, qui vous votez une loi chaque année sur une exceptionnelle, au bout d'un moment, vous y habituez. La population est choquée quelques jours, quelques semaines, et ensuite elle intègre cette restriction de liberté, elle la considère comme normale à un moment. Là, vous transgressez des interdits. La question étant maintenant de savoir si il peut y avoir, parce que on en parlait tout à l'heure, il y a une échéance présidentielle en 2022, s'il peut y avoir une convergence, Arnaud Stéphane. Il peut pas y avoir de convergence il peut pas y avoir de convergence politique. Encore une fois, on reviendra sur du politique. Là, on est sur du sanitaire, ce n'est pas politique. En tout cas, ça aurait dû rester sanitaire et les politiques auraient dû faire de la politique. La présidentielle, on reviendra sur des modèles de société qui n'ont rien à voir, sur des idées et un clivage plus classique. Non, le seul danger qui peut exister, et à mon avis, c'est la tentation du chef de l'État, c'est pour reparler de l'Italie, on en parlait la dernière fois, c'est de créer la grande coalition. C'est-à-dire que ceux qui sont tous d'accord avec moi, avec mon projet de société, avec mes lois d'exception sur la santé, etc., nous sommes tous ensemble parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'opposition. Et puis, on sera en face de ceux qui sont opposés à ce système que je propose. Donc, en vérité, c'est lui qui va désigner l'ennemi. Ça a été baptisé une sorte de maison commune au sein de la majorité pour chaque côté. Il s'en fiche, puisque de toute façon, au pire, il n'y a pas de réélection pour lui en 2027. Il nous reste quelques minutes. Ça me pose un énorme problème éthique, cette société. Donc fabriquer un vaccin, c'est faire le malheur de la population. Parce que j'ai dit cela, ça c'est de la caricature absolue de mon propos. En revanche, vendre un vaccin 10 fois le prix que ça a coûté, comme Pfizer l'a fait à l'Europe, c'est amoral. Considérer que c'est pas encore assez, qu'il faut encore l'augmenter, c'est encore plus amoral. Ça me Il y a des choses qui ne doivent pas tomber dans la sphère marchande, en tout cas, qui dans certaines circonstances en plus doivent encore moins tomber dans la sphère marchande. Donc là, le vaccin ils gagnent leur vie, le brevet public ou le vaccin universel. Ils gagnent très bien leur vie, le rôle de la puissance publique, le rôle des États, ils existent pour ça. C'est que, par définition, ils ne fonctionnent pas selon la loi du marché. Ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas le marché, la concurrence, etc. Mais eux-mêmes n'obéissent pas à la loi de l'offre et de la demande. Il y a des choses qui ne doivent pas tomber dans la sphère marchande, en tout cas, qui dans certaines circonstances en plus doivent encore moins tomber dans la sphère marchande. Donc là, le vaccin ils gagnent leur vie, le brevet public ou le vaccin universel. Ils gagnent très bien leur vie, le rôle de la puissance publique, le rôle des États, ils existent pour ça. C'est que, par définition, ils ne fonctionnent pas selon la loi du marché. Ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas le marché, la concurrence, etc. Mais eux-mêmes n'obéissent pas à la loi de l'offre et de la demande. Donc là, il y a un vrai défi, pas pour l'Europe, ça ne suffira pas. Il faut que ce soit le G20, on réunit le G20, et je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas déjà une initiative dans ce sens, qui décide si oui ou non ces augmentations sont justifiées. À mes yeux, elles ne le sont pas. Bon, voilà. Et si le G20 interdit ces augmentations, on prendra les législations qu'il faut dans l'ensemble des pays du G20, et ça n'aura pas lieu. Et sinon, on n'aura qu'à rendre les brevets libres pour les États. Oui, mais vous verrez que les laboratoires ils se rangeront à l'opinion des États. Lever les brevets, ça ne se décrète pas a priori. Si, ça se décrète. C'est une décision politique. Purement politique. Il y a des pays qui sont tout à fait capables de fabriquer eux-mêmes, qui ont les capacités de production. Pour ceux où ça n'est pas possible, eh bien, on crée de l'entraide. Vous savez, c'était prévu il y a 1 an et demi. Et juste encore un point, on se plaint, et à juste titre, de la place des complotistes, qui sont quand même très minoritaires, mais qui ont des théories fumeuses aujourd'hui sur les seins, et qui d'ailleurs rendent le discours de ceux qui se posent des vraies questions sur la liberté, etc., qui les rendent parfois inaudibles. C'est dommage. Mais là, quand ils voient ça, les gens devant leur télé, ça alimente le complotisme. Oui, exactement. C'est terrible. Mais ça revient, c'est toujours la même histoire. On ne peut pas faire fonctionner le monde sans la morale. Alors, pas le moralisme, mais la morale. Il y a une part de morale. Si tout est amoral, ça ne peut plus fonctionner. On ne peut plus vivre ensemble. Aussi, hein. Moi, je peux toujours rêver, nationaliser les grands laboratoires. C'est pas une idée complètement folle. Mais Sanofi, on peut même les mondialiser. Laboratoire français. Est-ce qu'on peut nationaliser c'est intéressant, Sanofi. Ça a été créé par la sphère publique. Elle a été été ensuite privatisée. Ouais. Alors on a fait c'était l'idée du siècle. Fantastique pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Franchement, ça mérite, cette histoire, elle mérite d'être revisitée aussi. Voilà. C'est une initiative du secteur public.
qui a créé cette grande réussite industrielle, pharmaceutique mondiale. C'est une initiative du secteur public. Quand ça a été un grand succès, on a décidé que finalement il fallait le vendre, et on se retrouve avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout ça doit être revu. Il est temps quand même que nous révisions nos principes, nos valeurs. Arnaud Stéphane, un dernier mot là-dessus. Oui, non, mais moi je partage ce qui a été dit. Je suis pas du tout un ennemi du capitalisme. Oui, non, c'est pas une question d'être ennemi du capitalisme ou du marché. C'est de savoir à un moment quelle est la part de rapport de force, parce que ça reste ça la politique, hein, quand même, hein, ça reste du rapport de force. Quelle est la capacité de rapport de force des pouvoirs publics avec ces entreprises, puisque quand même, il faut se rappeler, Moderna, Pfizer, etc., sans l'aide de la Maison Blanche, sans l'aide de l'Union européenne, c'est nous, hein, c'est notre argent, hein, l'Union européenne. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas d'argent. Le gouvernement britannique. Voilà, où le gouvernement britannique ont décidé de payer un certain prix, ou même de former, ou même de donner des garanties, de construire des usines pour certains, même en Angleterre, en Écosse. Donc voilà, le pouvoir public a quand même des manœuvres. Et ce que je n'aime pas non plus, c'est que l'Union européenne, au lieu de jouer sa responsabilité envers les citoyens, ne veut pas donner les informations sur les contrats, on est obligé de les avoir par des moyens détournés. Ça pose un vrai problème de démocratie et de transparence. Ouais. Il nous reste quelques minutes.